Salut à toutes et à tous, c'est Cam. J'ai l'impression que ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur la chaîne puisque j'ai pris 3 pauses en assez peu de temps alors que j'en avais pas pris depuis octobre 2024. Mais ça y est, je suis de retour et je suis de retour avec une tier list qui se fera en 2 vidéos puisqu'il y a 28 titres différents à présenter. Ça aurait fait une vidéo beaucoup trop longue. On est bientôt 4000 sur la chaîne. Il manque pas beaucoup de nouveaux abonnements, donc n'hésitez pas à vous abonner pour m'aider à atteindre cet objectif. Et sans plus tarder, c'est parti. On commence avec le tome 5 de Anna et le prince d'Albion aux éditions Naban. Ça nous parle en gros de 2 royaumes différents qui vont s'affronter au début du manga. Un des royaumes va perdre et Anna, qui est la princesse de ce royaume perdant, va être envoyée dans l'autre royaume, le royaume d'Albion, pour être offerte en tant que tribu. Sous-entendu pour être mariée à l'un des fils, le prince Kenneth. Sauf que Anna, c'est pas du tout une princesse traditionnelle à l'ancienne, c'est une princesse qui est une guerrière, qui préfère se battre que d'aller dans les soirées mondaines, etc. Et donc elle a ce côté très badass, et on le voit à travers les tomes. On l'avait un petit peu perdu un moment et on l'a bien retrouvé. Je trouve que dans ce tome 5, tout y était. Les rebondissements, la politique, la romance, et tout était très bien fait. C'est pour ça que pour moi c'est le meilleur tome depuis le début de la série sans aucun problème. Donc vraiment agréablement surpris par cette série de tome en tome. Je vous la conseille si vous n'avez pas encore franchi le pas. Ça fait partie des très bonnes séries de Naban. En plus, les dessins, j'en ai pas parlé, mais ils sont vraiment géniaux, donc vous pouvez foncer sans problème. Et au niveau de la note, j'ai envie de marquer le coup et de mettre un 18 sur 20 à ce tome 5. La pépite des pépites, Blue Giant Explorer, le tome 8, l'avant-dernier de cet arc. Hormis la couverture que je trouve vraiment très banale, très blanche et que j'aime pas, honnêtement, le reste c'est excellent. Les aventures de notre cher Dai Miyamoto continuent aux US, tout comme cette quête de perfection. Il est tellement perfectionniste ce personnage, mais il faut savoir faire la part des choses entre perfection et humanité, donc ce contact avec l'humain. Et le pitch du tome va tourner un petit peu autour de ça. Je trouvais que c'était une tuerie, comme d'habitude. J'ai rien à dire de plus sur Blue Giant, il faut absolument lire cette série. Les 3 arcs sont excellents et je suis sûr que le 4e Momentum sera du même niveau. Vous vous en doutez, c'est un 19 sur 20 pour ce tome 8 de Blue Giant Explorer. 3e titre de cette vidéo, Boken Shonen de Mitsuru Adachi. Vous le savez, j'ai découvert cet auteur il n'y a pas longtemps et je suis tombé complètement in love de son travail. On a 7 histoires indépendantes qui se concentrent sur la jeunesse avec énormément de nostalgie dans ces histoires. Toujours cet humour et cet auteur très omniscient, ça fait vraiment partie de la signature de Mitsuru Adachi. Et moi, encore une fois, je suis totalement dedans. Ce que j'ai aimé, c'est ces questionnements de jeunesse qu'on a tous eu, que Mitsuru Adachi arrive à mettre en scène. Et en fait, certains questionnements peuvent paraître futiles, mais vont vraiment façonner les adultes que nous allons devenir. J'ai trouvé ça beau, j'ai trouvé ça poétique, parfois expérimental, mais toujours avec cette justesse que Mitsuru Adachi arrive à insuffler dans chacun de ses récits. Et il y a une postface de Buronson, le scénariste de Hokuto no Ken, qui décrit Mitsuru Adachi très justement en disant que Mitsuru Adachi c'est un sacré raconteur d'histoires. Et j'aurais pas pu mieux définir cet auteur. Il arrive aussi bien à raconter des histoires longues que courtes, et il nous le prouve dans Boken Shonen. Et surtout, ce sont des œuvres qui peuvent se lire et se relire. Boken Shonen, je suis sûr que je le relirai dans 1 an ou 2, et que je prendrai le même plaisir, voire encore plus de plaisir, à tourner les pages de tous ces petits récits qui passent très très bien. Ce sera donc un très bon 16 sur 20 pour moi, pour ce recueil, ce qui est une très bonne note pour un recueil. On continue avec le 4e et dernier tome de Chasse aux cadavres. On l'attendait depuis longtemps, cette conclusion, elle a mis du temps à sortir. Pour rappel, le pitch, c'est 4 jeunes qui décident de rouvrir une enquête. Une camarade de classe qui avait disparu sans laisser de traces, sauf une photo avec un masque de Tengu. Et sous ce masque, certainement le ravisseur. Les 4 enfants vont alors se lancer dans une aventure épique, guidée par des poteaux électriques. Oui, ça c'est l'originalité du titre, c'est que un des enfants est complètement fan des poteaux électriques et qu'il arrive à les recenser. Et donc sur la photo où il y a le masque de Tengu, il y a un poteau électrique. Et après pas mal de recherches, il arrive à comprendre où est ce poteau électrique. J'ai trouvé que c'était une bonne conclusion pour une très bonne série courte. J'avoue qu'au vu de la qualité des 3 autres tomes, je m'attendais un petit peu plus de folie dans cette conclusion. Je suis pas déçu, au contraire, l'ensemble me convient très bien, mais peut-être un petit peu sur ma faim. Dans l'ensemble, j'ai beaucoup aimé cette équipe de jeunes enquêteurs qui vont enquêter sur quelque chose qui les dépasse complètement. On va osciller entre cette nostalgie de nos grandes aventures d'enfance, avec parfois de la noirceur, dans des secrets beaucoup plus adultes que les enfants ne devraient pas savoir. Et je trouve que le mélange a très très bien fonctionné. Et moi, je ne peux que vous recommander ce manga avec une note en demi-teinte
pour ce tome 4. Je vais quand même lui mettre un 15 sur 20 parce que c'était une bonne conclusion, mais c'est vrai que si on regarde comment j'ai noté les autres tomes de Chasse aux cadavres, ça doit plus se situer autour des 17, 18, voire 19 sur 20. J'ai ensuite lu Contes merveilleux du printemps de Monday Recover sur l'application manga.io. J'avais adoré le travail de l'autrice dans See You There and Us qui est sorti aux éditions Nazca. Là, celui-ci, c'est aux éditions Mao. Il est sorti bien avant See You There and Us chez nous. Et on est sur un recueil d'histoires, 8 femmes, 8 histoires d'amour. Et globalement, j'ai trouvé la lecture sympathique, mais vraiment oubliable. J'adore le trait de l'autrice. Ça, c'est le point fort. Mais au niveau de l'histoire, j'ai rien trouvé de transcendant là-dedans. Honnêtement, je pourrais vous raconter aucune des histoires que j'ai lues, alors que je les ai lues il y a à peine un mois, voire moins. Et ça fait plusieurs fois que j'essaye de lire ce recueil. Je suis enfin arrivé à la fin, mais ça a été poussif. Donc si vous devez découvrir l'autrice, je vous conseillerais plus See You There and Us, qui par contre là est l'un de mes one-shots préférés tout simplement. Ce sera donc un 11 sur 20 pour Contes merveilleux du printemps. Un autre recueil, décidément, ça en fait pas mal ce mois-ci, c'est Eros XSF de Shotaro Ishinomori. C'est un titre qui était difficilement trouvable depuis quelques mois, quelques années, et finalement le Lézard Noir va le rééditer, mais on a aussi profité pour retrouver des fonds de tiroir. Il y avait encore des titres qui étaient disponibles, ils les ont mis en vente sur leur site, et puis j'en ai profité, ou plutôt on en a profité avec mon pote Manga with Zayel, puisque c'est moi qui lui ai soufflé l'info, et c'est lui qui m'a motivé à acheter moi aussi mon propre exemplaire de Eros XSF. Là, on a affaire à l'un des piliers du manga, Shotaro Ishinomori, un recueil de 15 histoires, comme d'habitude avec des histoires mieux que d'autres, et toutes ces histoires vont avoir des points communs, puisqu'elles vont mêler la science-fiction, SF, avec l'érotisme, donc Eros, ce qui fait que le recueil porte plutôt bien son nom. Et autant vous dire que je suis déjà un grand fan du trait de Ishinomori. Mais aussi je me rends compte de plus en plus fan des mangas des années 70 voire avant, puisque je découvre avec grand plaisir du Tezuka, je découvre aussi du Kamimura, on va en reparler. Et moi qui pensais ne pas être client, je le suis totalement, peut-être parce que mes lectures ont évolué aussi. Je peux pas vous en dire beaucoup plus sur ce titre, j'ai trouvé que c'était un bon titre, une bonne approche de l'auteur. C'est pas exceptionnel non plus, attention, mais ça m'a donné envie de lire d'autres titres de lui, comme June qui va sortir enfin aux éditions Yamacho cette année, mais aussi Miyamoto Musashi qui va être réédité chez Kana cette année, ou encore Okusai qui est aussi édité chez Kana et qui m'attire énormément. Je vais donc attribuer la note de 15 sur 20 à Eros XSF. J'en parlais juste avant, voici du Kamimura avec Fleur de l'ombre en 2 tomes, et c'est tout simplement le premier titre de l'auteur que je lis. On va être dans un Japon des années 60 et on va suivre le personnage de Sumire. Elle travaille comme vendeuse dans un magasin et elle refuse de dépendre d'un homme pour vivre, et elle a un rapport différent à son propre corps puisque pour elle c'est une arme pour gravir les échelons dans la société. Et justement dans ses relations avec les hommes, plutôt que d'avoir des relations banales qui ne lui apportent rien, elle va mettre en place des contrats qui ne vont pas la faire dépendre elle d'un homme, mais qui vont faire dépendre un homme d'elle. Bon, il était temps de découvrir cet auteur, et je vous avoue que je me suis demandé en lisant les premières pages pourquoi j'avais pas franchi le pas avant. Au final c'est peut-être une bonne chose, puisque j'avais tenté du Tezuka quand j'avais pas encore lu énormément de mangas et j'avais pas été un grand fan. Aujourd'hui, avec ces lectures que j'ai eues, ma sensibilité a totalement changé envers les mangas un peu plus old school, et peut-être que si j'avais lu du Kamimura à cette époque, j'aurais pas aimé, alors que maintenant, j'adore. J'ai beaucoup aimé ce personnage de Sumire qui refuse de se soumettre, qui va tenter tout le long de l'histoire désespérément de faire valoir sa liberté. On a affaire là à un trait absolument somptueux. Je pense qu'il fait une entrée fracassante dans mes dessinateurs préférés. Une narration vraiment d'une justesse folle, et un titre qui est assez peu recommandé en général pour commencer Kamimura, mais que moi je peux totalement vous recommander, sachant qu'en plus j'en ai lu d'autres entre temps, et j'ai bien entendu très hâte de découvrir le reste de sa bibliographie. Vous savez comment je suis quand j'aime bien un auteur ou quand j'adore un auteur, et je me sens obligé de lire toutes ses autres œuvres, et c'est bien sûr ce que je vais faire avec Kazuo Kamimura. On sera donc sur un 18 sur 20 pour Fleur de l'ombre. J'ai reçu avec surprise le tome 2 de Golden Gull des éditions Paquet par Guillaume Main au scénario. Donc déjà merci aux éditions Paquet et à Guillaume Main, parce qu'en plus j'ai eu ma petite dédicace qui passe bien. Et surtout je m'y attendais pas du tout, autant j'avais reçu le tome 1 et je me suis dit bon, faut en découvrir le tome 1 et après ça va être à moi de m'acheter la suite. Mais pas du tout, et ils m'ont pas prévenu qu'ils allaient m'envoyer le tome 2, donc je l'avais commandé à ma librairie, j'ai dû annuler ma commande. Mais je suis content qu'ils renouvellent leur confiance en m'envoyant ce tome 2. Comme dans le tome 1, on est sur cette histoire de Naïm, un jeune immigré
qui va tenter de percer dans le football en Europe, sauf que son chemin est semé de plein d'embûches, et notamment son sponsor pour rentrer dans le football, c'est tout simplement la mafia. Donc la vie de Naïm ne va pas être de tout repos, et là dans ce tome 2 il se retrouve dans une situation encore plus compliquée. On se demande vraiment comment il va sortir, mais ce qui est bien c'est qu'il y a un super rythme de publication puisque le tome 1 était sorti il n'y a pas très longtemps et on a déjà le tome 3 qui va sortir, donc on n'a pas trop à attendre pour un manga français. Pour ma part, l'histoire me plaît toujours autant, quelques imperfections bien sûr, mais je trouve le rythme très bon, je trouve les personnages assez attachants et surtout quand on ferme un tome, on a envie de savoir la suite, donc ça c'est peut-être le premier critère pour un bon manga. Ce sera donc un bon 14 sur 20 pour ce tome 2 de Golden Goal. Alors là, si vous voulez une lecture spéciale, vous allez être servi avec Ichthyophobia. C'est par Lee Lung-Chie aux éditions Nazca et c'est notamment l'auteur aussi de Koxinka Z et Formosa X. Sauf que contrairement à ces deux mangas, dans Ichthyophobia, il n'y a pas de dialogue. Et quand on pense à un manga sans dialogue, on pense de suite à Gon, ce petit dinosaure avec un caractère bien trempé. Et on se dit que pour faire un manga sans dialogue, il faut avoir aussi un très bon niveau en dessin. C'était le cas pour Gon et là c'est aussi le cas pour Ichthyophobia. Vraiment le fait de ne pas avoir à lire de bulles, ça nous permet de nous concentrer en détail sur les dessins de l'auteur et je les trouve vraiment atypiques. Moi j'aime beaucoup, je suis un grand fan de ces dessins. Alors faites attention, c'est en sens de lecture occidentale. Ne vous faites pas avoir, je sais que Céline de Sélection Manga s'était fait avoir. J'ai failli me faire avoir aussi mais j'avais déjà lu ça quelque part qu'il fallait faire attention donc j'avais fait gaffe. Et donc le principe de Ichthyophobia, c'est l'auteur qui a une phobie des poissons en vrai dans la vie. Et il va essayer de retranscrire en manga comment ça se passe certainement dans sa tête, cette phobie des poissons, avec une version totalement épique et très drôle aussi. Moi j'ai passé un super moment de lecture, franchement je m'y attendais pas trop. C'est what the fuck, ça c'est sûr, faut pas le prendre au premier degré du tout. Mais j'aime bien ce genre de manga qui sort de l'ordinaire. Et surtout qu'il y a un vrai potentiel de relecture aussi pour faire attention encore plus aux détails du dessin. Donc comme Gon, ce sera un manga que je relirai, ou plutôt que je feuilletterai avec grand plaisir, tous les ans ou tous les 2 ans, quelque chose comme ça. Pour l'audace, je vais mettre un 16 sur 20 à Ichthyophobia. Ça c'est du très très bon, et ça s'appelle L'Auberge des Saisons Perdues. On en est au tome 2 sur 3. Il y a du drame, il y a de la romance et il y a du surnaturel et c'est excellent. Je vais avoir du mal à vous raconter l'histoire sans vous spoiler, surtout si vous n'avez pas lu le tome 1, donc je vais éviter de trop rentrer dans les détails. Mais en gros, on a cette auberge où vit une jeune fille, elle n'est pas la seule à vivre là. Et puis cette auberge, elle est destinée à des gens qui sont un petit peu perdus, qui sont en quête de réponses, en quête de régler quelque chose. Ils ont bien entendu des secrets, un lourd passé souvent. Et cette jeune fille, en apparence très froide, elle va être là pour les aider. Et déjà premier point, je me rappelais pas avoir pris une telle claque dans le tome 1 par rapport au dessin. On n'est pas sur un manga avec des doubles pages dans tous les sens comme Dan Dadan qui va nous envoyer du spectacle, mais on est sur une justesse au niveau du trait. Je trouve ça juste magnifique. Moi c'est typiquement le genre de dessin que j'adore. On va aborder des thèmes très difficiles comme vous pouvez vous en douter, comme les regrets, comme le deuil ou comme la nostalgie, mais tout est fait très minutieusement, très justement. Vraiment foncé. C'est certainement l'une de mes meilleures découvertes de l'année et l'une de mes meilleures lectures du mois. Il faut qu'on parle des couvertures aussi, elles sont magnifiques. Ça c'est le tome 2 et ça c'était le tome 1 qui m'avait déjà donné beaucoup envie. Donc sans trop hésiter, ce sera un 19 sur 20 pour moi pour ce tome 2 de L'Auberge des Saisons Perdues. Vous n'en aviez pas eu assez, ben voici encore un recueil, parce que là on a affaire à un recueil de Ryoko Kui, qui est l'autrice de Glouton et Dragon que j'avais adoré, et ça s'appelle L'école des dragons sur la montagne. C'est pas petit, hein, on a quand même pas mal d'histoires là-dedans. Et ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir voir le trait de l'autrice dans sa jeunesse, dans ses jeunes années de sa carrière. Pas qu'elle soit très vieille aujourd'hui, hein, je pense pas. On voit qu'elle affinait encore son trait, on n'est pas sur la même qualité de dessin que dans Glouton et Dragon. Mais par contre, son style au niveau du scénario, au niveau de la mise en scène, était déjà là. On peut voir son brin de folie, mais aussi son humour qu'on va retrouver à plusieurs reprises dans Glouton et Dragon, mais aussi cette douceur dans son trait. Comme tout recueil d'histoires courtes, on est sur des histoires assez inégales en termes d'intérêt. Par exemple, j'ai moins apprécié les œuvres à la fin du recueil, j'ai plus apprécié les œuvres au début qui vont ressembler un petit peu à l'univers de Glouton et Dragon. Il y a quand même des thèmes assez forts abordés dans les histoires de ce recueil, comme la discrimination, qui est notamment le thème principal de l'histoire sur les centaures, qui est mon histoire préférée du recueil. Vraiment très belle découverte, et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir le droit à d'autres recueils de l'autrice. Il me semble qu'il y en a 3 en tout qui vont sortir en France. Il y a le Terrarium, je ne sais plus le titre exactement, qui va sortir aussi aux éditions Saka, et c'est sûr que je me prendrai tout parce que
J'aime beaucoup le style de cette autrice et j'ai envie de découvrir tout ce qu'elle a fait tout simplement. Je pense que j'ai autant apprécié ce recueil que Eros XSF, même si c'est pas du tout les mêmes histoires. Donc je vais le mettre au même niveau, c'est-à-dire à 15 sur 20. Bon là on a affaire à l'une de mes plus grosses lectures du mois, même si elle ne fait qu'un tome. Mais regardez-moi la taille de ce tome, 1400 pages, mais 1400 pages de pur bonheur avec Lady Snowblood. On est sur l'œuvre qui a tout simplement inspiré Kill Bill de Quentin Tarantino, puisque le pitch de base ça va être une femme, Lady Snowblood, qui est en quête de vengeance par rapport à ce qui est arrivé à sa mère. Donc cette mère de famille va assister au meurtre de son époux et de son fils avant d'elle-même se faire agresser, et elle va retrouver l'un de ses agresseurs, le tuer et finir en prison. En prison, elle va chercher absolument à avoir une descendance pour pouvoir assouvir sa vengeance, et pour ça elle va coucher avec tous les gardes, je pense, de la prison, à finir par tomber enceinte et accoucher d'une fille, Lady Snowblood, dont le vrai nom est Yuki. Et Lady Snowblood, son but ça va être de tuer 3 hommes en particulier, donc elle va être dans cette quête de les retrouver et de les tuer. Pour moi c'était une claque monumentale, je vous le dis direct, c'était ma meilleure lecture du mois. Plus je découvre Kamimura et plus je me rends compte du talent vraiment sans limite de cet auteur. Il faut savoir que c'est un auteur qui a disparu jeune, il n'a pas eu un grand spectre en termes d'années de carrière, mais quel héritage elle a laissé, c'est juste incroyable. A noter aussi le travail monstrueux abattu par Kazuo Koike au niveau du scénario, puisque pour moi c'était parfait de bout en bout. Vraiment j'ai pas vu passer les 1400 pages. Bon c'est vrai que au niveau de la praticité pour le lire c'est pas ouf, vaut mieux se poser, que ce soit dans son lit ou sur une table. Et l'atmosphère est tellement spéciale, l'héroïne elle est tellement badass. Elle sait se battre, hein, ça c'est certain. Juste avant d'oublier, il y a des scènes de nu aussi, ou des scènes assez gore, donc pour public averti. Et dans les combats, il y a des chorégraphies vraiment à couper le souffle. Il y a plusieurs moments où j'ai bugué, où j'ai figé mon regard sur certaines pages tellement elles étaient belles. C'était des œuvres d'art. Les intrigues sont également passionnantes. Et comment vous dire que c'est un coup de cœur immédiat, je l'ai eu dès les premières pages. J'ai su que cette lecture allait rester ancrée dans toutes les lectures que j'ai eues. Donc découvrez absolument Lady Snowblood. Je sais qu'il y a une autre édition, il me semble qu'elle fait 3 tomes, je suis pas sûr qu'elle soit encore trouvable, si vous voulez pas avoir ce gros pavé, mais ça reste quand même du souple. Donc ça va, c'est pas trop chiant à lire non plus. Bon, vous vous en doutez, pas de surprise, 19 sur 20 pour Lady Snowblood. Avant-dernier manga de cette vidéo, et c'est du Taiyu Matsumoto avec Le rêve de mon père. J'ai lu les 3 tomes de cette série. C'est une série que j'avais beaucoup envie de découvrir de l'auteur. Je savais que c'était une de ses séries les plus accessibles et je vous confirme, on va être dans l'histoire de ce fils qui va se faire envoyer chez son père. Autant le fils, il est brillant à l'école, il est promis à une grande carrière, etc. Le père, c'est un enfant dans sa tête et lui, il a une seule passion, c'est le baseball. Il veut devenir un grand joueur de baseball, sauf qu'il a plus trop l'âge de devenir un grand joueur de baseball, mais il croit en son rêve. Pour moi, c'est certainement mon manga préféré de l'auteur de tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. C'est hyper touchant cette relation entre ce père et son fils, qui se foutent sur la gueule, surtout le fils envers son père. Et les rôles sont totalement inversés, c'est sans filtre, dans les bons comme dans les mauvais moments. Toujours ce style unique de Matsumoto, mais comme je vous l'ai dit, plus accessible que d'autres de ses œuvres. Et pour moi, c'est une lecture qui m'a vraiment marqué. Ça restera l'une de mes belles lectures de cette année, une de mes belles découvertes. Et pour moi, peut-être l'une des meilleures portes d'entrée pour découvrir Matsumoto aussi avec Ping Pong. Donc je ne peux que vous la recommander, vraiment que des points positifs, hyper touchants. Il est fort ce Matsumoto quand même. Pour moi, ce sera un 17 sur 20 pour Le rêve de mon père. Et on finit avec un envoi de Saka qui est Les guerres invisibles, le tome 1. Alors à la base, c'était pas du tout un service presse, moi je l'avais acheté parce que Saka m'avait pas contacté à l'avance pour me l'envoyer. Et c'est un manga que je voulais lire dans tous les cas. Sauf que je l'ai acheté et après ça, ils m'ont envoyé un message pour me l'envoyer. Donc je leur ai dit bah non, je l'ai déjà acheté, c'est très gentil de me le proposer, mais je l'ai déjà. Et je pense qu'il l'avait déjà envoyé au moment où j'ai répondu. Donc j'ai reçu un deuxième tome 1, ce qui fait que le tome 1 que j'avais acheté, je l'ai fait gagner sur mon Discord. Donc je vais présenter Les guerres invisibles comme un manga qu'on m'a envoyé, puisque même s'il y a eu un petit malentendu, Saka a eu la gentillesse de me le proposer. Au niveau de l'histoire, on est à la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la Seconde Guerre mondiale. On est dans un Japon et un Tokyo en ruine qui est occupé par l'armée américaine. Et le thème des guerres invisibles, ça va être ces guerres qu'on ne voit pas. C'est pas la guerre avec les fusils, etc. Là, c'est la guerre de discrimination. Discrimination pour la nationalité, pour l'orientation sexuelle, ou encore pour l'identité en général. Et on va suivre le parcours de 4 personnes qui subissent ce genre de discrimination. Ça peut être
au Japon ou aux États-Unis. Et j'ai beaucoup aimé la manière dont c'était abordé. C'est un titre qui pèse lourd quand même par les sujets qu'il aborde. Il y a une certaine justesse justement pour aborder ce genre de sujet. J'ai trouvé la mise en scène vraiment très bonne de la part de Marina Lisa Komiya, qui ne s'identifie pas il me semble. Et la lecture était très fluide. Et j'ai trouvé en fait que cette manière d'aborder des sujets assez lourds, de cette façon assez discrète, c'était original, c'était un choix fort. Parfois justement on peut reprocher un petit manque de profondeur, mais rien de grave. Et c'est toujours bien amené. Dans le style, on peut penser à des mangas comme ça qui abordent des sujets lourds, avec soit des dessins, soit des propos un petit peu plus modérés. Par exemple Peleliu, ou je pense aussi au Pays des cerisiers de Fumio Kono. En conclusion, une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Ce sera en 2 tomes, donc hâte de découvrir le 2e tome et je pense que j'en profiterai pour relire le tome 1. Et je sais plus si j'ai parlé du trait, mais il est hyper atypique aussi. Et moi c'est mon genre de trait justement, quand c'est original comme ça et que ça sort un petit peu de ce qu'on voit d'habitude, je suis toujours très surpris de découvrir ça. Et là, ça marche très bien. Je vais donc mettre un 16/20 au tome 1 des Guerres Invisibles. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve très rapidement pour la partie 2 de cette tier list. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En attendant, prenez soin de vous. Salut!